Bien, alors, donc, écoutez, je vais commencer maintenant mon cours. Donc, a priori, vous voyez à l'écran une sorte de montage constitué de petits dessins. Je ne sais pas si vous voyez mon visage ou pas. Je vais couper tous les. Oui, Bon, alors, on vous voit, oui. bon, alors c'est pas grave si on voit mon visage dans un coin. Voilà. Et peut-être l'enlever, voilà. Masquer la vignette de la vidéo. Là, vous ne me voyez plus? C'est bon? Si. Bon, bah, c'est pas Oui, grave. c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, de façon à ce qu'il n'y ait pas de Oui, parasites? Et si vous avez besoin de discuter, on utilise le chat. Ça marche? ça marche. Bien. Alors, donc je commence sur la question de l'hybridation humain-animal et je commence par ces jolis petits montages qui sont en quelque sorte pleins de relents de masculinisme, c'est-à-dire que vous avez, c'est des schémas qu'on voit partout, des petits bonshommes qui partent du singe et qui continuent jusqu'à l'homme, comme on dit, c'est-à-dire en l'occurrence un homme et pas une femme. C'est ce que je veux dire par masculinisme, c'est-à-dire une représentation naturelle, traditionnelle, enfin, à laquelle on est parfaitement habitué, où le personnage principal, c'est ce qu'on appelle l'homme. Alors, vous avez dû constater que dans la vie courante, quand on dit l'homme, c'est souvent sans majuscule à homme. Alors, à part Musée de l'homme, où vous avez un H majuscule, en général, c'est un H minuscule, hein. Donc, il y a l'idée que l'homme, le masculin, serait une sorte de base, le féminin étant une sorte d'exception. Alors ça, d'un point de vue biologique, ça ne tient pas du tout la route, mais en revanche, ça tient la route d'un point de vue de la tradition. Alors je vous ai mis une petite vidéo sur les livres du 19e siècle destinés aux garçons qui représentent toujours l'homme, des schémas où on voit, disons, des animalcules en bas de l'échelle, et tout en haut, vous avez l'homme, où continuellement on entretient une confusion par sexisme entre l'homme masculin et l'homme humain. Donc, je pense que on peut déjà partir de ce point de départ. Ces représentations très très masculinistes. Par masculiniste, je ne veux pas dire masculine, hein. Masculine, c'est neutre, vous êtes d'accord? Il y a féminin, masculin, bon, c'est à peu près neutre. En revanche, masculiniste, ça signifie qui valorise excessivement le côté masculin de la vie d'une façon qui conduit à éliminer, gommer, etc., les femmes. Alors là, vous avez en haut le mot sélection naturelle. Alors, vous voyez comment on part du petit singe, on monte au bonhomme. Il y a une espèce de Romain qui tient sa lance. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, un type plus ou moins déguisé en peau de bête. Et puis, à la fin, un homme moderne avec des baskets rouges, etc. Le mot sélection naturelle, est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que vous savez quel est le disons, le théoricien qui a développé cette idée-là? Le darwinisme. Darwin, très bien. Donc, en fait, Darwin n'a pas du tout, comme on le croirait, développé l'idée de sélection naturelle au sens de l'amélioration de- des espèces, mais dans un sens tout à fait différent. Alors, effectivement, souvent, quand vous dites sélection naturelle, vous avez une connotation, une coloration différente qui est que après tout, les gens qui sont pauvres, tant pis pour eux, c'est la sélection naturelle. Les gens qui sont faibles et malades, eh ben, on n'a qu'à les éliminer, c'est la sélection naturelle. Vous voyez, il y a une coloration politique qui se prend immédiatement à cette notion qui, au départ, n'a rien à voir avec ce genre de notion politique. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que la notion en elle-même n'a aucun sens, et il faut donc revenir à la base. Alors, qui est Darwin? Darwin, c'est un Anglais riche qui peut se permettre de voyager pendant que les ouvriers et ouvrières triment à Whitechapel. Alors vous savez, ça, je suis en train de vous décrire très rapidement le Londres du 19e siècle. Donc d'un côté, vous avez Jacques Léventreur dans les sombres rues de Whitechapel, vous avez des gens
qui meurent de tuberculose à même la rue. Vous avez des gens complètement exploités avec des usines à gaz en pleine ville qui explosent, qui tuent tout le monde. Enfin, toute l'horreur du développement industriel. Et de l'autre, vous avez des types comme Darwin qui appartiennent à des sociétés savantes, qui sont riches et qui peuvent partir dans le monde entier pour, dans le cas présent, examiner la nature. Donc, si je replace dans le contexte politique ici, c'est parce que je me souviens de tout cet univers vraiment terrible du Londres de l'époque, où vous avez par exemple des filles qui, disons, qui étaient travailleuses du sexe, qui ne voulaient pas garder avec elles leur enfant parce que ça, c'était pas possible vu leur métier, et qui confiaient ces enfants à des fermières à bébés. Et parmi elles, il y a eu une très célèbre serial killer. Il y a eu une femme qu'on a assassinée, peut-être 400, vous voyez, elle a assassiné les bébés qui étaient confiés à sa garde. Alors tout le monde s'horrifie en disant mais quelle horreur, l'Angleterre du 19e, quelle horreur, ces assassins dans les rues, etc. Il faut voir l'extrême pauvreté dans laquelle vivaient les gens et comment dire, l'espèce de violence sociale extrême qui avait généré la naissance de la révolution industrielle, hein. Je vous rappelle brièvement des gens qui venaient de la campagne et qui du coup étaient, disons, employés comme ouvriers et ouvrières dans des conditions très dures à la ville. Un exode rural accru. Alors, il y a eu plusieurs phases d'exode rural en Europe. Là, je parle, disons, de la France, disons simplement. En France, vous avez eu toutes sortes de vagues d'exode rural. Il y en a une au XVIe siècle qui correspondait à l'arrivée du calvinisme, où on a arraché les gens à leurs terres pour leur faire faire de l'industrie, l'industrie de la laine hein, à l'époque. Donc il fallait vendre un produit, la laine, et pour acheter après à manger, vous voyez le système. Et il y a eu d'autres vagues naturellement d'exode rural, les gens ont été poussés à l'exode rural, et vous avez notamment une grosse vague au XIXe siècle. Alors il y a un roman d'un certain Thomas Hardy, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tess d'Uberville, qui raconte en gros ça, qui raconte la révolution industrielle, qui raconte à un moment, vous avez la pauvre Tess, le personnage principal, qui est debout sur une sorte de moissonneuse-batteuse et qui doit suivre, quoi qu'il arrive, le rythme de la machine, envoyer les ballots de paille, etc. Donc vous avez, disons, cet univers-là d'une grande violence, qui est aussi un univers, le 19e siècle est réputé pour son sexisme, son colonialisme, son racisme et sa violence en tout genre. Donc c'est une époque abominable hein, que le 19e siècle, faut bien l'avouer. Donc la justification du colonialisme passe souvent par le mépris des peuples. Justement, par exemple, en Algérie, à l'époque, le Moniteur universel, qui est un journal du début du 19e siècle, dit les Algériens, c'est de leur faute, ils ont tout détruit chez eux, ils ont détruit leurs ressources naturelles, du coup c'est le désert. Vous voyez hein, le genre d'argument. Et du coup, c'est bon de les coloniser, ça va leur faire du bien. Vous voyez ce genre d'argument. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, même aujourd'hui, quand on vous parle de... Oui, allez-y, allez-y, parlez. Oui, oui, pardon. Oui, je disais, faut vous méfier quand on vous parle de, comment dire? De changement climatique, c'est la faute des peuples, c'est la faute alors ce qu'on dit toujours, hein, aujourd'hui, la faute de l'homme, cette espèce d'homme qui revient et qui ne correspond à rien. Est-ce que ça coûterait si cher que ça de remplacer ce mot d'homme par humain, dans toutes les expressions qui emploient, ça? On peut très bien dire un humain des cavernes, déjà un humain, c'est encore masculin, mais au moins humain, il y a les hommes et les femmes, alors que homme, il y a que les hommes et une femme n'est pas un homme. Vous voyez les distorsions de la langue qui induisent des choses pas claires. Alors, pour ce 19e siècle de Darwin, celui où il découvre donc toute son histoire de sélection naturelle, etc., il faut voir comment d'emblée cette théorie n'est pas innocente, enfin est teintée d'un élément politique sous-jacent dont je vous ai un peu brossé le tableau. Alors, donc, vous voyez, colonialisme, on justifie en disant que les peuples, c'est de leur faute, donc il faut les coloniser. Oui, le raisonnement, hein, c'est très simple. Les femmes, ça vaut rien. Les maris ont tout pouvoir à l'époque sur leurs femmes. En France, hein, notamment, ce qu'on appelle la puissance paternelle, ils ont tout pouvoir sur leurs enfants et leurs femmes. Ils peuvent faire interner leurs femmes, ils peuvent tuer tout le monde. Enfin, peut-être pas quand même, mais ils ont un énorme pouvoir de destruction des femmes et des enfants. Donc, tout pouvoir est conféré
à l'homme au sens homme masculin, quoi. Et c'est comme par hasard l'époque où on commence à se balader, quand on est un riche Anglais, dans des endroits pas possibles, hein. Il est allé, en Patagonie, aux Galapagos, enfin voilà, c'était des beaux voyages, hein, qu'il faisait Darwin pour commencer à étudier et développer sa théorie. Alors, il ne vient pas de nulle part. Darwin, il a un oncle qui s'appelle Erasmus Darwin. On parle beaucoup moins d'Erasmus Darwin que de Darwin lui-même. Cet Erasmus Darwin est l'auteur d'un poème intitulé The Loves of Plants. Et ça, c'est quelque chose qui est typique du 19e siècle, ce poème, parce que ça instaure un préjugé du sexe des plantes. Alors, c'est un poème hallucinant, j'essaierai dans les cours suivants de vous en lire des bouts, mais disons, en improvisant, c'est du genre: «La belle a trois maris non jaloux, qui la retrouvent dans sa couche nuptiale». Ça veut dire que le pistil, les étamines, vous voyez, il sexualise et il socialise sexuellement les plantes par rapport au schéma du mariage monogamique occidental traditionnel. C'est épouvantable à lire parce que il y a des amours, les amours des plantes, les maris et les femmes, le lit nuptial, la fidélité entre époux, tous ces éléments qui n'ont rien à voir avec les plantes, il faut bien l'avouer. Ça a tellement de succès, toutes ces âneries, que finalement, ça donnera les absurdités d'aujourd'hui sur le sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, il est courant de parler de sexe des plantes. Alors ça, c'est complètement remis en cause par la recherche, hein. J'ai trouvé pas mal d'articles sur le sujet, des gens qui ont dit que Linné, autant que Darwin, autant que l'oncle Erasmus Darwin, tout ça relevait d'une époque extrêmement sexiste, colonialiste et raciste. Et que du coup, bon, ben, le problème, c'était que ces conneries noires, si je puis dire, ont donné les absurdités d'aujourd'hui sur le sujet. Ça a eu, disons, un certain retentissement. Donc vous voyez, tout ça, c'est un climat très particulier du 19e siècle, de Darwin. Et il est intéressant de voir qu'un certain Spencer, alors Spencer, c'est un riche anglais lui aussi, il va faire dériver les théories de Darwin sur l'adaptation des êtres vivants à leur milieu, à l'idée de la loi du plus fort. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la sélection naturelle? A priori, c'est l'adaptation des êtres vivants à leur milieu, vous voyez? Mais ce n'est pas la loi du plus fort. C'est une dérivation politique de dire que c'est la loi du plus fort. Les exemples habituels de Darwin, c'est les phalènes, vous savez, au sens des petits papillons. Alors, du temps où il y avait les mines en Angleterre, il y avait du noir partout, donc les papillons étaient blancs et ça n'allait pas du tout. Et du coup, ils se sont adaptés en devenant noirs, de façon à plus être vus sur les arbres, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire en quelques générations, c'est pas un individu, hein, c'est une génération, on est bien d'accord. En quelques générations, les êtres vivants s'adaptent à un milieu précis, en l'occurrence celui des mines qui envoyaient de la suie partout. Et puis après, d'ailleurs, chose intéressante, les mêmes papillons, une fois qu'il n'y a plus de mines, enfin que les mines ont été désaffectées, les bouleaux sur lesquels ils étaient sont redevenus globalement blancs argentés. Et les phalènes ont retrouvé leur blanc argenté en quelques générations. Voilà, c'est ça, l'adaptation des êtres vivants à leur milieu. Il n'y a aucune idée de compétition, il n'y a aucune idée d'élimination des plus faibles pour la bonne raison que ça se fait progressivement de génération en génération. Et surtout, il n'y a aucune idée de loi du plus fort. Mais alors, la sélection naturelle, le mot s'impose et se met à justifier finalement, disons tout, quoi. Le patriarcat, le capitalisme, le masculinisme, le racisme, le colonialisme, le sexisme, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs intéressant, par exemple, pour notre histoire de dinosaures plus tard, comment les animaux et les humains vont être utilisés, en quelque sorte vampirisés, dans des schémas où ils seront comment dire, ensuite moulinés, en quelque sorte, pour valoriser cette loi du plus fort. Alors, j'ai un exemple, un article d'un certain Paul Sémonin, qui, malgré le nom, est américain, enfin, disons, états-unien. Donc, c'est Empire and Extinction, The Dinosaur as a Metaphor for Dominance in Prehistoric Nature. Donc ça date de 1997. Donc, l'auteur montre comment, à partir de dinosaures, on a créé l'idée de puissance qui a servi ensuite à valoriser les nations. Donc, c'est une métaphore de la domination dans la nature préhistorique
censé justifier le fait que de tout temps, les hommes, comme on dit, ont toujours été dominateurs, dominants, etc. Donc, c'est-à-dire on va justifier toutes sortes d'attitudes purement sociales, issues de modèles sociaux précis, et ben on va justifier ça par les animaux. Et c'est un peu ça qu'on va étudier à travers les différents exemples d'animaux qu'on va, qu'on va voir. Voilà. Alors, cette théorie, alors ce philosophe et sociologue britannique qui s'appelle Herbert Spencer, vous trouvez sa biographie partout, hein, sur Wikipédia, n'importe où. On appelle ça le darwinisme social, c'est-à-dire l'idée d'exploiter en les gauchissant toutes ces notions de survie de l'animal le mieux adapté, lutte pour la vie, alors sa fameuse struggle for life dont vous avez sans doute entendu parler, tout ça afin de justifier les abus au départ du capitalisme et de son laisser-faire. Alors vous voyez, l'idée du capitalisme, c'est on laisse faire et réputer gagner le meilleur. Ça, c'est une idée qui court encore aujourd'hui, sur tous les gens qui disent mais oui, vous pouvez y arriver sans tenir compte justement des obstacles sociaux que rencontrent les gens, des limitations, du fait que même si on aimerait bien, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut, etc. Et c'est assez curieux de voir que ces théories ont encore cours, hein. Je ne sais pas, je pense à de multiples exemples. Par exemple, une infirmière que je connaissais qui voulait devenir comment dire, fabriquer des prothèses dentaires. Elle s'est fait jeter parce qu'elle était une fille et que du coup, elle se sentait constamment agressée, attaquée. Elle, a, elle avait théoriquement le droit d'y aller, vous voyez, de devenir plutôt prothésiste qu'infirmière, mais elle n'a pas pu parce qu'il y a des obstacles qui se sont opposés. De même, la difficulté que peuvent rencontrer certaines d'entre vous pour faire les études par rapport à des facteurs de limitation comme l'obligation de travailler, des cultures que vous devez vous approprier, que vous ne connaissez pas depuis votre enfance, par exemple. Bon, tous ces éléments-là constituent des obstacles. Or, il est intéressant de voir que ce darwinisme social qui a commencé à cette époque, hein, au XIXe siècle, continue finalement à travailler l'esprit à tel point que sont réputés gagner les meilleurs, et s'ils gagnent, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Donc, il n'y a plus que des mâles blancs morts au pouvoir, enfin, vous voyez, parce que en fait, ils ont éliminé tous les autres types d'humains. Donc, on est dans une société profondément injuste, marquée par la domination d'un modèle de mâles blancs qui puissant, hein, je ne parle pas des mâles blancs pas puissants, il y en a aussi, mais bon, qui finalement bloque tous les autres, et tous les autres, disons, qui sont donc ce qu'on appelle des minorisés. Alors même les femmes sont minorisées alors qu'elles ne sont pas minoritaires en nombre, vous voyez. Encore qu'elles tentent à le devenir, parce qu'il y a de moins en moins de femmes sur Terre en ce moment, ce qui crée d'ailleurs un très profond problème, mais c'est autre chose. Alors voilà, vous voyez, c'est intéressant de savoir que ce Darwin, donc mon anglais riche voyageur, était très ami de Spencer et très séduit par ces théories. C'est-à-dire, on dit toujours, ah oui, Darwin, lui, c'est pas lui, la sélection naturelle au sens politique, c'est Spencer, Darwin, il est pur et c'est un être pur. Non, pas du tout. Il était séduit par la théorie, notamment de la struggle for life. Donc, alors, le problème, c'est donc ce mot d'évolution. Évolution. Le mot d'évolution, alors là, pour le coup, n'est jamais employé par Darwin dans ses écrits. Jamais, jamais il n'emploie le mot évolution. Ça, c'est un mot qui a été créé après par des, comment dire, toujours pareil, une espèce de vulgate. Voilà. Bon, il fait chaud, hein, je bois sans arrêt, je suis désolée. Bon, voilà. Alors, au rebours, donc, vous avez des tas de gens qui luttent contre cette idée absurde d'évolution. Qu'est-ce que c'est que le mot évolution? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quand je dis, ah oui, vous savez, j'ai évolué, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi j'ai évolué, à votre avis? Ça valorise quoi? C'est franchir des étapes, passer, enfin, Franchir une partir étape d'un vers le zéro mieux à un ou dé le moins bien? pardon? À votre avis, c'est franchir une étape vers le mieux ou vers le moins bien? Quand je dis, Vers, j'ai le mieux justement. voilà, c'est ça, vous y êtes tout à fait. C'est-à-dire, oui, j'arrive, je dis: «Bon, écoute, tu sais, je me suis mal comporté avec toi, mais bon, tu sais, j'ai quand même évolué maintenant». Donc ça veut dire, oui, l'évolution suppose une amélioration.
Et donc, je reviens à mes petits schémas, hein, que vous avez là. Vous voyez, il y a quand même l'idée quelque part, très ancrée. Ils m'intéressent beaucoup ces schémas parce qu'ils sont tellement, ils ont tout quoi. Ils sont sexistes, ils sont racistes et surtout, ils laissent à supposer qu'il y a une flèche vers le haut et d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs sur les dessins. Ces dessins que vous avez partout, hein, c'est toujours des hommes, puisqu'on est dans une société masculiniste, capitaliste, comment dire, patriarcale. Il y a quand même l'idée, alors au début, oui, il y a un petit singe, alors celui qui est, est-ce que ma souris marche? Oui. Est-ce que vous voyez ma souris là quand je la mets pour, vous voyez le petit machin? Non? Oui, on le voit. Oui, c'est bien, ça permet de pointer quelque chose. Alors là, vous avez donc un singe, qu'en anglais on appelle monkey, vous voyez, un petit singe. C'est quelque part considéré comme moins bien qu'un grand singe qu'en anglais on appelle ape, hein. Vous voyez, en anglais, il y a 2 mots, hein, pour, singe. En français, on dit petit, on dit singe et grand singe, enfin, c'est beaucoup moins clair la distinction. Mais, vraiment ape, pour les Anglais, c'est pas pareil que monkey, hein, c'est 2 choses. Alors là, vous voyez comment on aurait un truc complètement délirant qui serait l'évolution d'un petit singe à un singe plus grand. Et puis après, le singe, il est toujours très, très simiesque, mais il se relève, il se relève, il se relève. Et à la fin, Homo erectus, le voilà, il est debout, c'est un mec, il a une barbe, il est masculin, waouh, formidable. Et donc, tous ces schémas, même le moderne du début, qui représente là, je veux dire, là, vraiment, le petit machin pris sur Internet. Aujourd'hui même, qui est un peu ironique, hein, parce que vous avez à la fin le gars, il a plus ou moins une perche à selfie, il est en train de se prendre en photo. Mais enfin, c'est un mec, hein, vous voyez, au début, c'est un singe. Alors, il évolue vers un singe plus grand, et puis après, c'est un homme, il a une barbe. Il y a vraiment, comment dire, des clichés masculins, très précis, qui sont en jeu là-dedans, et qui font de l'homme, en quelque sorte, au sens masculin, le mâle, le parangon de l'humanité. Ce qui ne correspond absolument pas à la réalité biologique, puisqu'on va le voir, l'ADN mitochondrial porté de fille en mère et de mère en fille, c'est le fondement de l'espèce humaine. Et les hommes, on s'en fiche un peu en fait, c'est pas très très important. Vous pouvez suivre, si ça vous amuse, les vidéos de Castor Moser, qui est très bien. Elle fait de la biologie légère, hein, c'est pas trop fatigant, et elle étudie tout ça de façon très fine, le rôle des femelles dans les développements des espèces et tout. Donc on est une société très perturbée en fait par la supériorité de l'homme au sens masculin. Notre espèce s'en trouve extrêmement perturbée. Et donc le dernier petit schéma, il est moins intéressant, mais si on voit toujours le type avec son poing, son bras replié, enfin bon, on a, disons, là vraiment, c'est les clichés absolus où l'évolution se traduit très nettement par une amélioration, enfin la taille grandit, l'homme est de plus en plus masculin, il est de plus en plus le parangon de l'humanité. Dans le petit machin sélection naturelle du début, là le bleu sur fond bleu, c'est peut-être un peu ironique vu que le bonhomme, et finalement l'évolution aboutit à un type qui prend ses propres selfies. Vous voyez, il y a quand même l'idée là, ben dites donc si c'est pour en arriver là, c'était pas la peine. Donc c'est un peu quand même ça l'idée, disons. Alors donc, j'ai évolué, je suis plus clairvoyant, plus efficace, plus consciente, et cetera qu'avant. En fait, jamais Darwin n'emploie ce mot, ça je vous l'ai dit. Et au début, il n'a quand même pas l'idée de justifier la loi du plus fort, où le meilleur s'en tirerait et aurait une bonne raison d'écraser les inférieurs. Au début, quand même, Darwin, non. Mais quand même, on est étonné de voir que cette supériorité de l'homme est considérée comme le sommet de l'évolution, et c'est un préjugé fortement enraciné dans tout le 19e siècle. Alors, je vous ai fait une petite vidéo que je ne mets pas en cours là, mais que vous pouvez regarder sur ce qu'on appelle l'arbre de Porphyre. Et ça figure dans de nombreux textes du 19e siècle, dans de nombreux livres scientifiques, hein, de l'époque. Alors, l'arbre de Porphyre, c'est un arbre où en bas, vous avez les êtres inférieurs, et peu à peu, on va vers la supériorité. Alors, toujours le modèle d'Adam et Ève, avec Adam, l'homme supérieur, et Ève, qui est dans son coin, vous voyez, le mec lui montre, enfin, vous verrez les images, le mec lui montre la direction à prendre, et elle est là toute soumise. Enfin, il y a vraiment une imagerie 19e siècle des rapports hommes-femmes très, très spécifiques dans tout ça. Alors, on peut revenir dessus si vous n'avez pas trop envie d'aller voir la petite vidéo, mais elle n'est pas très longue, je crois qu'elle dure 10 minutes. Et donc, ça permet de voir quelques arbres de Porphyre, de se mettre bien ça dans la tête.
Voilà. Alors, j'en viens à un certain Stephen Jay Gould. Alors, il est très bien. Ça s'écrit Stephen, ben, comme Stephen, oui, G-J-A-Y, et Gould, G-O-U-L-D. Alors, ce type, c'est un paléontologue qui a écrit des tas d'essais que vous trouvez très facilement, notamment dans les bibliothèques municipales. Donc, retenez bien ce nom, Stephen Jay Gould, et notamment son article il a écrit un article, que signifie d'abord l'horrible mot évolution? Et ça figure dans un livre intitulé Cette vision de la vie, dernière réflexion sur l'histoire naturelle. Ça a été publié à titre posthume aux éditions du Seuil en 2004. Donc, vous trouvez des tas de bouquins de Stephen Jay Gould. Il y a des titres assez amusants du genre Les 4 antilopes de l'Apocalypse, vous voyez, des choses comme ça. Et là-dedans, il étudie comment le mot évolution est devenu un mot courant. Donc, je me suis un peu basée sur cet article pour tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, et comment ce mot perturbe complètement la science. Et il conclut en disant, on ne peut pas faire de science si on n'a pas des notions claires dans la tête. Et des notions complètement entachées de préjugés masculinistes, ça ne le fait pas, quoi. En gros, c'est ce qu'il dit, hein. En gros, Stephen Jay Gould, en disant que le mot évolution, c'est typiquement un mot qui n'a pas à être employé, qui est particulièrement faux et qui a une connotation politique dangereuse. Alors, je vous citerai aussi un autre auteur que j'aime bien, c'est Sébastien Steyer. Alors, on entend des bruits bizarres, désolé, il y a eu un bruit étrange, vous avez entendu, je pense, non? Donc, Sébastien Steyer, La Terre avant les dinosaures, publié en 2009, où il parle de la sortie des eaux. Alors, vous avez entendu parler de cette histoire de sortie des eaux, ça vous dit quelque chose ou pas? Qu'est-ce que c'est la sortie des eaux? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit Non. rien? Rien du tout? Ah bon, bah alors je vais vous en parler un peu. Alors il y a une idée qui veut toujours je garde cette image parce qu'elle est toujours très significative par rapport à ce que je raconte, au début, on était des poissons, enfin, l'humanité vient de, entre autres, des poissons. On était des poissons et on nageait dans l'eau. Ce n'était pas tout à fait nous, mais disons les notochordes, hein, comme on dit, c'est-à-dire des animaux composés, disons, d'une colonne vertébrale, d'un crâne, euh, et voilà, vous voyez, ces animaux-là étaient des poissons. Et un jour, ces poissons sont sortis de l'eau et du coup, la sortie des eaux a été un grand progrès qui a mené vers les mammifères, enfin d'abord les grands reptiles, puis les mammifères, puis enfin les humains, considérés comme le sommet de l'évolution. Vous voyez tout ce discours, hein, que j'essaie de démonter aujourd'hui de façon un peu systématique. Et la sortie des eaux, c'est la conquête. C'est-à-dire on était des poissons, autrement dit séminables, et on est devenu des super-humains, autrement dit quelle merveille. Vous voyez l'idéologie qui est derrière, hein. C'est ça tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'éveiller votre sens critique sur les choses, comment dire, qui sont fortement idéologiques et qui passent pour des vérités ordinaires, mais qu'il s'agit de remettre en cause. Le but d'un séminaire est de permettre aux étudiantes de remettre des certitudes en cause. C'est pas tant de lire, d'apprendre, bon, tout ça c'est toujours intéressant et on va le faire, hein, mais c'est surtout d'avoir constamment un esprit critique bien éveillé, parce que maintenant, trouver de la documentation, on en trouve, hein, assez facilement, mais avoir par rapport à cette documentation un esprit critique, développer sa puissance de réflexion, c'est le but. C'est ça le but ultime d'un séminaire. Donc, ce n'est pas tant l'apprentissage, hein, vous voyez. Alors, la sortie des eaux, donc, tout le monde est en train de dire, ah, c'est merveilleux. Un jour, nous étions un pauvre poisson minable, et tout à coup, on est devenu un animal terrestre, un tétrapode, un animal à 4 pattes. Et puis, du coup, on a évolué et on est devenu ce truc merveilleux qu'est moi aujourd'hui. Vous voyez, espèce d'orgueil humain, en quelque sorte. Je suis le sommet de l'évolution. Or, ce que dit Sébastien Steyer, donc Steyer, S-T-E-Y-E-R, très bon bouquin, hein, La Terre avant les dinosaures. Tout ça, c'est des essais, hein, ce n'est pas des romans. On parlera des romans tout à l'heure, bientôt, très bientôt. Donc, la notion de conquête n'a aucun sens en évolution, écrit Sébastien Steyer. L'évolution ne suit aucune tendance et aucune direction. Par anthropocentrisme, notion très importante, le primate humain imagine que la direction de l'évolution pointe vers lui et emploie des termes comme
coloniser la terre ferme. Donc, vous voyez le poisson qui colonise la terre ferme avec ses petites pattes. Cela n'a aucun sens, l'évolution n'a aucune finalité. La sortie des eaux des vertébrés n'est ni un exploit ni une réussite, c'est un hasard, un des multiples avatars de l'évolution de la vie. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que certaines amniotes, autrement dit certaines animales qui ont des poches dans lesquelles l'enfant, enfin le rejeton se développe, hein, vous voyez, plutôt qu'un œuf, une poche souple, le liquide amniotique, hein, vous voyez, une sorte de liquide dans lequel baigne le fœtus. Donc, on sait que certaines animales, et vous pensez aux actuels mammifères marines, hein, comme par exemple les baleines, hein, ou les dauphines, que sais-je encore, donc ce sont des mammifères, ces bêtes, elles ont cru bon de regagner les eaux. Et ça veut donc dire qu'elles sont sorties des eaux, et puis elles se sont dit, ben non, finalement, je préfère vivre dans l'eau. Pourquoi? Pour des raisons de nourriture, pour des raisons de prédateurs, pour des raisons de ci et de ça. Les bêtes en question ont préféré retourner dans l'eau et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les mammifères marins. Donc vous voyez, ça n'a rien d'une évolution et c'est vraiment une idée patriarcale, l'évolution forgée à partir de la vulgarisation sauvage de théories scientifiques. Donc, pour conclure sur cette espèce d'introduction qui a été assez longue, hein, désolé, mais il fallait peut-être que je pose quelques éléments. Vous inquiétez pas, on va bientôt parler de littérature, hein, et notamment de l'île du docteur Moreau, du fameux Wells. Alors, on ne peut plus, je conclus là-dessus, on ne peut plus avoir la naïveté de parler de sélection naturelle quand il apparaît de plus en plus clairement d'abord que le facteur idéologique joue un rôle prépondérant dans la construction et l'évolution de cette espèce appelée Homo sapiens. En effet, notre espèce est l'insurvivante de multiples d'autres espèces d'hominidés plus ou moins similaires, qui étaient tout aussi douées qu'elle, etc. Elle a façonné à son usage des tas de choses, et finalement, la prise de conscience de l'écologie, hein, entendue comme défense des milieux naturels aujourd'hui, et la prise de défense la prise de conscience, pardon, des êtres vivants autour de nous, des animaux, on va parler des animaux, ou plutôt des animaux, j'aime bien les mettre au féminin, c'est plus juste quelque part. En fait, tout ça, c'est lié à une remise en cause finalement de ces schémas que je vous présente. Alors, tout ça c'est un peu aride, je me rends compte, c'est peut-être, donc je reprendrai cette introduction un peu aride par petits bouts la prochaine fois. Je vais remettre ma tête et on va passer à l'animal dans le domaine patriarcal. Je vais arrêter de partager, voilà. Donc là, vous avez ma tête de nouveau, c'est bon. On voit mieux les améliorations de progrès, oui. Donc ça, alors donc on voit bien le chat comme ça. Donc je vous mets le chat, voilà. Donc là, je ne partage plus l'écran parce que je vais vous présenter donc une sorte de deuxième partie autour. Alors je reprendrai l'introduction un peu aride la prochaine fois, notamment en PDF, on parlera notamment de la transformation des chiens et des femmes, la transformation des corps, l'infériorisation. Enfin, je reprendrai ma grande intro et notamment, je vous parlerai un peu des travaux de Donna Haraway, qui est une philosophe très intéressante sur la question d'humain-animal. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les rapports humains-animaux? On a aujourd'hui toutes sortes d'études qu'on appelle animal studies, qui se font beaucoup aux USA en ce moment. On a divers bouquins plus ou moins amusants sur le sujet. J'entends des bruits. On coupe le micro. Écoutez votre micro, attendez. Il y a un micro qui est encore. Voilà, j'ai coupé tous les micros, je pense. Vous pouvez les réactiver très facilement, hein, ces micros, si vous avez besoin de répondre à l'oral. Alors, je voudrais vous montrer comment, à travers un roman de Wells que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'île du docteur Moreau, on constitue, toujours au XIXe siècle, une image horrifique du mélange humain-animal. Est-ce que vous connaissez ce roman, L'île du docteur Moreau? Ça vous dit quelque chose ou pas?
Moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Ah, parfait, ben, c'est pas grave, le film c'est aussi bien. Donc, il y en a d'autres qui ont vu le film aussi, à part Tina? Non, Non, ça vous dit ni rien. le livre. Donc, mon but, alors, si vous avez vu le film, vous vous souvenez à peu près de quoi il s'agit, hein, autrement dit, d'un, c'est l'histoire d'un bonhomme qui est sur une île et qui est un abominable scientifique qui transforme des animaux en humains. Et tout ça est considéré comme horrible. Alors, je vais revenir dans le détail pour montrer comment s'est constitué un imaginaire horrifique du mélange humain-animal. C'est ça mon but aujourd'hui, c'est de ça que je voudrais vous parler. Alors, on va partir de l'imaginaire hollywoodien d'aujourd'hui et des hybrides. Alors là, je ne vous demande pas d'avoir vu tous les films, mais est-ce que vous avez remarqué à quel point il y a énormément de films hollywoodiens liés aux hommes, comme on dit, c'est souvent les hommes, encore une fois, puisque on est en patriarchie, donc le héros est toujours un petit garçon masculin ou un homme supérieur, hein, c'est dans tous les films hollywoodiens, on a cette récurrence. Alors, ce sont des hybrides avec des requins, par exemple. Alors, vous avez les hommes requins, c'est Sharkman, un film de 2005, donc c'est horrible parce que le mec est un requin, oui, il est moitié humain, moitié requin. Vous avez Mosquito Man, qui date aussi de 2005, et vous avez La Mouche. La Mouche, c'est pas genré au féminin en anglais, hein, c'est neutre et donc masculin, hein, puisque le neutre n'est rien de plus, comme on le sait, qu'un reflet de l'hégémonie masculiniste dans la langue. Alors, je pense que tout le monde connaît ce film, La Mouche, qui est assez célèbre, qui est un film de Cronenberg et qui est l'histoire d'un bonhomme qui, à la suite d'expériences diverses, se transforme en mouche. Oui, oui, vous le connaissez. On peut même citer, j'ai envie de citer Spider-Man, tout simplement. Alors, toujours man, hein, vous voyez, c'est des mecs, hein, ça, on ne change pas. Hollywood, c'est Hollywood et c'est sexiste et raciste, hein, Hollywood. On verra à quel point c'est raciste, vous allez être horrifiés par. Quand on découvre les secrets du système hollywoodien, on est absolument mais glacé, quoi. Mais on n'en est pas encore, on en est simplement glacé par les monstres en question. Donc, les bêtes tapis dans les corps. Alors, il y a quand même un film, j'ai trouvé un film où il était question de femmes serpents, ça s'appelle Is, un film de 2010. Donc, la femme est un abominable serpent. Ça vous rappelle effectivement des choses comme Lamia. Vous savez, Lamia, c'est une figure de très belle femme qui en fait, c'est une serpente dissimulée. Alors parfois, elle est moitié serpente, moitié femme. Parfois, elle apparaît entièrement femme pour séduire ses proies. Naturellement, elle n'a qu'une envie, c'est de les séduire et de les dévorer, etc. Méduse, oui. Alors les serpents, oui, il y a Méduse. Il y a qui encore comme femme serpent? Mélusine. Alors Mélusine, vous connaissez bien, hein, c'est l'histoire d'une femme qui se cache tous les samedis pour se transformer dans sa baignoire, enfin dans sa salle de bain, en serpente, en bête abominable. Enfin, donc le fantasme. Alors, sur quoi ça repose tout ça? Bon, l'imaginaire hollywoodien, c'est clair, hein, des monstres masculins, des bêtes tapies dans les antres, et une peur récurrente, d'ailleurs, dans les films hollywoodiens, on y reviendra, de la bête féminine tapie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Euh, alors, celles qui ont lu Tolkien connaissent forcément Beowulf. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ça, Tolkien, si c'est tellement de votre époque de lire Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Au moins, vous avez vu les films, hein, je pense. Vous n'êtes pas si jeune que peut-être vous aviez 2 ans quand les films sont sortis, je ne me souviens plus. Mais bon, vous avez dû voir les films et l'inspiration principale, pardon, Beowulf, ça a mal noté. L'inspiration principale, ah, mais la barbe, voilà, c'est l'inspiration principale de Tolkien, c'est Beowulf. C'est quoi Beowulf? C'est l'histoire de Grendel, un horrible personnage qui vient embêter nos héros. Et pire que Grendel, vous avez la mère de Grendel. Et la mère de Grendel, c'est une espèce de monstre mythologique, une genre de pieuvre sous terre, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une autre pieuvre de la mythologie. Allez, les spécialistes de la mythologie, là, vous vous rappelez de quelle pieuvre il s'agit? Ça vous dit quelque chose? Une sorte de monstre pieuvresque. Ah, le kraken, pas mal, le kraken, mais là, le kraken, c'est pas connoté féminin spécialement. Mais je pensais en mythologie grecque, il faut l'écrire correctement, à Scylla. Vous voyez qui c'est, Scylla? De Caribe en Scylla. Vous voyez ce que c'est? C'est les voyages d'Ulysse. Et dans ces voyages,
Ulysse se trouve devant deux rochers. Il y a Charybde et il y a Scylla. Et on ne sait pas lequel est le pire. Donc, d'où l'expression de Charybde en Scylla hein, qu'on emploie aujourd'hui. Scylla, c'est un monstre féminin. Oui, c'est ça, voilà. Mais effectivement, il y a une pieuvre qui les empêche d'entrer dans les mines et vous avez l'horrible araignée qui s'appelle en anglais Shelob. Elle s'appelle She, elle est féminine. C'est le monstre chtonien, la déesse chtonienne, les horribles bêtes marines angoissantes et géantes, connotées féminines. Alors, j'en étais à ma Scylla, qui est une espèce de monstre mi-chien, mi-pieuvre, mi-je ne sais quoi. C'est une pauvre jeune fille condamnée pour je ne sais pas quelle raison par des dieux, etc. Et c'est toujours les mêmes monstres, vraiment. Alors, chtonien, vous voyez ce que je veux dire par chtonien ça veut dire du fond de la terre. Hein. Aragog est un monsieur, par contre, oui, parce que, oui, 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 oui. Pourquoi Aragog est un monsieur ben, effectivement, c'est intéressant, je suis bien d'accord. Il est marqué très masculin. Parce qu'effectivement, alors l'araignée en anglais, toujours pareil, c'est neutre. Nous, on dit une araignée, et du coup, c'est la femme araignée. Pensez au roman qui s'appelait le baiser de la femme araignée, un roman sud-américain très, très intéressant. Donc, on a toujours cet élément-là. Mais Aragog, effectivement, est un mâle dans Harry Potter. C'est intéressant parce que Shelob, dans, dans Tolkien, c'est vraiment un monstre féminin. Il y a de la réécriture hein, dans Harry Potter. Il y a quand même de la réécriture, je ne dis pas féministe, c'est beaucoup dire, parce qu'elle a choisi un petit héros masculin, etc. Mais il y a quand même des éléments par rapport à Tolkien. Elle s'est bien inspirée de Tolkien, hein, comme vous le pensez. Tout le monde s'inspire de Tolkien tout le temps, partout. Il a eu un succès fou. Bon. Mais bon, elle, disons, il y a quelque chose dans Harry Potter, oh mince, bon, dans Harry Potter, qui n'est pas forcément aussi sexiste que dans son modèle tolkieniste. Donc alors j'en suis à mes bêtes atroces et à tout ce qui fait frissonner les gens du 19e siècle. Alors qu'est-ce qui les fait frissonner? Outre les bêtes atroces, angoissantes, etc. Et vous pouvez voir ça hein, dans certains films. Comme c'est curieux, il y a parfois toujours, oui Rowling, merci, oui. Il y a parfois des monstres comme ça qui sont tués par un petit garçon. Je me souviens un film justement d'après Wells, c'était La Guerre des mondes, où à la fin vous aviez un monstre chtonien féminin et le tout petit garçon avec son épée, vous voyez le petit mâle patriarcalisé qui dégommait la bête que personne n'avait réussi à dégommer. Alors c'est ce qui se passe dans ce Beowulf, qui est un texte du 7e siècle, hein, qui est un texte, disons, du Moyen Âge. Hein, alors Tolkien l'avait traduit et étudié, il était prof à l'époque, et donc il avait traduit et étudié ça dans le cadre de son boulot de prof, si vous voulez. Il était prof à Oxford, en Angleterre, et il avait notamment traduit ce texte dans lequel vous avez Grendel, l'horrible monstre, mais plus dur, plus fort, plus méchant et plus abominable que Grendel, la mère de Grendel, la terrible mère de Grendel, et elle, c'est une bête des fonds marins. Or, notre héros, Beowulf, a perdu son épée. Vous avez du symbolisme sexuel partout aussi. Hein. Il tombe au fond de l'eau, il subit une expérience très bizarre, il perd un peu la tête, il est un peu en transe, vous voyez, et puis il a devant lui la mère de Grendel qui va le dévorer, qui est bien parti pour. Hein. Et c'est horrible parce qu'il va être dévoré par cette espèce de mélange de pieuvres, d'araignées, de bêtes des profondeurs. Or là, par miracle, vous voyez, la narration n'est pas très brillante, par miracle, notre, notre Beowulf trouve son épée. D'un seul coup, il y a une épée qui tombe. Oui, c'est nul, hein. Du point de vue narratif, ça ne tient pas le bout, mais du point de vue de l'histoire, l'épée arrive, elle tombe dans l'eau, comme par miracle, hein, je ne sais pas, et puis d'un seul coup, il prend son épée et vlan, il démolit la mère de Grendel. Donc on retrouve ce pattern véritablement du petit mâle démolissant la grande déesse, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la construction des religions. Au départ, des déesses, des figures divines, le délire d'Excalibur. Il y en a qui ont vu ce film merveilleux Excalibur, dans lequel au début, vous avez l'épée qui sort de l'eau avec le bras de la bonne femme. Vous savez, vous connaissez cette histoire d'épée magique, Arthur, le roi mythique, qui prend l'épée et qui devient le grand chef. Bon, bref, et ben oui, on a cette espèce de récurrence d'épée miraculeuse qui surgit pour sauver le petit mâle, et le pattern du petit mâle
qui arrivent à démolir les grandes déesses. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour, je pense à Jésus, tout simplement. Le petit dieu, Jésus, c'était un petit dieu. C'est-à-dire, vous aviez plein de petits dieux comme ça, qui étaient des parèdres, comme on dit, des déesses. Et ce petit dieu a pris de l'importance et a supplanté le polythéisme de la déesse qui avait lieu avant pour le remplacer par un monothéisme. Et donc, toutes les religions du pourtour de la Méditerranée, monothéistes, sont des religions qui ont supplanté ces images anciennes de déesses multiples, dont vous avez des traces partout, hein, dans toutes les civilisations, vous avez des traces des déesses antérieures, enterrées par disons, le côté masculin de la force, qui a d'ailleurs capturé pas mal de choses. Alors pour la religion chrétienne, celle que je connais le mieux, c'est follement amusant. À un moment, il y a un texte qui parle des saints de Dieu, qui sont nourriciers. Donc là, on a vraiment l'impression que la figure de la déesse est décalquée derrière, vous voyez, et qu'ils ont essayé de masculiniser un truc comme les saints qui allaitent, et que ce n'est pas forcément très facile. Les saints de Dieu en train d'allaiter, là, on a l'impression, moi, je sais pas, j'aurais ça dans une copie, j'écrirais métaphore décrochée, quoi. Je trouverais ça assez bizarre. Voilà, oui, oui, les saints nourriciers, oui, alors après les saints, voilà. Bon, mais alors ça figure dans un bouquin qui malheureusement n'existe qu'en espagnol et en allemand. Donc moi je l'ai lu en espagnol, hein, parce que j'ai lu l'espagnol que l'allemand. Ça s'appelle Vulva, le titre. Et donc si vous lisez l'espagnol ou l'allemand, c'est pas traduit en français. Donc c'est un titre, c'est un livre sur ce sujet, notamment le fait, sur la réflexion sur le fait, par exemple, l'autrice réfléchit sur le fait, par exemple, que vous allumez la télé n'importe quand, à n'importe quelle heure, et il y a un mec, il y a un visage de mec coupé ici. Vous voyez, dans cette position qui est celle du pouvoir de la parole, c'est ma position actuelle. Vous voyez, je suis coupé là, la tête, considérée comme mieux que le reste. Encore une fois, on est dans les hiérarchisations, hein, chez l'humain. La tête est considérée comme mieux que tout. Et c'est pas un hasard, si vous allumez la télé, vous trouvez soit un corps de femme nue en train de se dandiner, soit une tête de mec, enfin à 95%. Hein. Donc c'est cette surreprésentation masculine valorisée qu'étudie aussi ce bouquin, Vulva. Alors j'en reviens à mes formes horrifiques pour vous citer un autre bouquin. Aujourd'hui, vous voyez, on fait une sorte de tracé. Hein. C'est pas très, on ne va pas commencer à lire très sérieusement les livres, on ne va pas les étudier, je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais sur Françoise Gange, qui a écrit un livre intitulé, alors tout ça c'est des essais, ce n'est pas des romans, la plupart se trouvent en bibliothèque, donc c'est compliqué à trouver. Certains noms, hein, je vous ai dit Stéphane Jay Gould, j'aurais dû vous mettre le nom tout à l'heure, je vais vous le mettre d'ailleurs, Stéphane. Alors Stéphane Jay Gould, c'est excellent pour s'initier en honnête femme aux sciences, vous voyez, pour avoir des clartés de tout, retrouver un certain idéal humaniste, ou c'est pas parce qu'on est littéraire qu'on ne s'intéresse pas un peu à d'autres choses, notamment aux sciences, d'autres choses comme ça. Alors, Françoise Gange, Les dieux menteurs, elle note qu'il y a une inversion fréquente, c'est intéressant, du féminin au masculin pour désigner les monstres. Et que, par exemple, quand on dit le dragon, le serpent python, c'est souvent là. Donc là encore, vous voyez, on est dans vraiment une étude genre, humain, le genre, l'humain, l'animal, quoi. Les humains, les animaux et la question du genre, c'est-à-dire la question de la bipartition binaire masculin-féminin qu'on nous assène à longueur de temps, hein, puisque moi, quand je promène mon petit chien, la première question que posent les gens, c'est une fille ou un garçon? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un petit chien, vous voyez? Donc, l'obsession du genre est tellement forte, l'obsession de la binarité, êtes-vous homme, êtes-vous femme, le sort fait aux gens qui ne sont pas binaires, la violence contre quelqu'un et non-binaire, quelqu'un qui serait non-binaire, quelqu'un qui serait trans, quelqu'un qui serait intersexe, quelqu'un qui ne voudrait pas affirmer un genre, etc. La violence est extrêmement forte pour les enfants aussi. Chien et enfant, même combat. Même combat. C'est une fille ou un garçon? Alors il faut donner des signes d'identification. Souvent, on a une espèce d'obligation sociale de signes d'identification qui sont de surcroît absurdes socialement. Alors le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Historiquement, ça n'a aucun sens puisque le rose est traditionnellement la couleur des garçons. Si vous regardez des vieux tableaux du XVIe siècle, oui, 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 c'est exactement ça. Oui, oui, c'est magique, hein. C'est extraordinaire. Au départ, le rose, c'est pas un rose,
c'est la Pompadour qui a créé l'idée qu'il y avait une couleur qui s'appelait rose. Avant, le rose, c'était un mélange de rouge tempéré. C'était un rouge tempéré. Le rouge, c'est le sang, c'est la force, le sang rouge. Vous avez vu ça, d'accord, c'est pas la peine d'y revenir. Donc, oui, pour le rose, ça devient critique auprès des camarades. Voilà, donc vous êtes obligé de vous rabattre, vous êtes obligé de virer le rose de la couleur des enfants et le bleu, et vous êtes obligé de leur mettre du violet, du rouge, du vert, et toutes les couleurs, mais ces deux-là, on dirait que finalement, elles sont fichues parce qu'elles délimitent un genre. Si on ne veut pas délimiter un genre, etc. Alors pour les filles, on trouve que du rose, on ne va pas se mettre à la couture pour créer des imprimés de toutes les couleurs afin de noyer le poisson. Donc vous voyez, il y a une espèce d'obsession. Alors le bleu, c'était le bleu des enfants de Marie, on vous l'a dit aussi, on vous l'a raconté, l'histoire du bleu. Le bleu, c'était les enfants de Marie. Euh, Ah, Camille fait de la couture. Oui, oui, alors le bleu, c'est devenu la Vierge, mais c'était pas ça. Oui, c'est ça, c'est le bleu de la Vierge, mais garçons et filles étaient voués à Marie, hein. Donc ça voulait dire que pendant je ne sais pas combien d'années, on leur collait des vêtements bleus et blancs uniquement, parce que sinon, comme ça, ils étaient voués à la Vierge. Mais ce qui est frappant, c'est que moi, j'ai vu ça encore dans ma jeunesse. J'ai jamais que 62 ans, hein. Et j'ai vu ça. Ma grand-mère, ma propre grand-mère, elle avait été enfant de Marie. Et donc, elle avait toute une vieille garde-robe de petite fille bleue et blanche, parce qu'elle était vouée à Marie. Ça existe encore. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qui seraient d'un passé si lointain qu'on aurait oublié. Donc, bon, ces codes de couleur, c'est très fréquent. Alors, ce que dit la dite Françoise Gange, à laquelle je reviens, c'est que, par exemple, le dragon sous la montagne de Gilgamesh. Vous avez vu Gilgamesh un jour dans la vie, l'épopée de Gilgamesh. Vous avez dû voir ça, des textes soi-disant fondateur, dont on ne sait pas fondateur de quoi, mais donc ça vous dit quelque chose, l'épopée de Gilgamesh? Ça vous dit rien? Si ça vous dit rien, c'est pas grave. L'épopée de Gilgamesh. Voilà. Alors ça, c'est un bouquin dans lequel vous avez Gilgamesh, qui est une espèce de héros violeur terrorisant. C'est un texte qui date de l'époque sumérienne, hein. C'est vieux, hein. Ça nous fait 8000 ans avant zéro environ, peut-être 6000, je ne sais plus, mais c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Donc c'est un très très vieux texte, un des plus anciens conservés. Je pensais qu'on l'étudiait. Bon, je suis contente qu'on ne l'étudie plus, parce que c'est une apologie du viol, comme on en fait peu. Alors c'est intéressant, Gilgamesh, c'est le héros, il est violeur, il est conquérant, et il est abominable, et il ne veut pas mourir, il veut l'immortalité. Il est accompagné d'un copain qui s'appelle Enkidu, qui lui représente l'homme féministe, proche des déesses, proche de la nature et proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui écologie. Et au milieu de tout ça, il y a un monstre qui s'appelle Umbaba, qui est le monstre de la montagne, et Gilgamesh va tuer Umbaba, le monstre de la montagne. À la fin de l'histoire, Enkidu est sacrifié par Gilgamesh, donc ça c'est typique de la construction du patriarcat. Le personnage est sacrifié parce qu'il ne correspond plus au nouveau monde, qui est un monde en gros de soldats, violeurs, destructeurs et dévorateurs et conquérants. Donc vous voyez comment cet ouvrage élimine en quelque sorte la possibilité de la nature, du rapport à la féminité, au monde, à l'écoféminisme, etc., représenté par Enkidu, alors ça s'écrit comme ça, et que c'est le héros qui gagne. Alors, ça va devenir un cliché du patriarcat. Après, dans tous les contes patriarcaux, comme par exemple l'Iliade, on élimine le fidèle second. Donc, à chaque fois, vous avez un héros. Alors, dans l'Iliade, c'est Achille, le grand héros super fort, et il a un compagnon qui s'appelle Patrocle. Patrocle va mourir. Alors, il meurt au combat, il meurt à ci, il meurt à ça, peu importe, il est éliminé de la fiction. Toujours intéressant, quand vous regardez, vous étudiez des fictions, vous demandez qui est éliminé de la fiction. C'est ce que j'appelle le syndrome de la mère de Bambi. Alors là, tout le monde a vu Bambi et tout le monde a pleuré parce que la mère de Bambi se fait éliminer dans les 10 premières secondes. Ok, je ne vois pas ce que vous écrivez. Pourquoi? Ah, pourtant j'écris à tout le monde dans la salle. Ben si. Mince. Alors, je réécris quelque chose pour Myriam. Je vous réécris quelque chose. Je vous réécris Patrocle. Pour voir si ça marche. Oui, là c'est un bug, hein. Est-ce que vous voyez? Myriam, vous voyez? Mince, alors là, je ne sais pas comment régler ça, c'est un bug. Non plus? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi ça ne marche pas, ce truc? Il y en a qui voient. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que j'écris?
Non, pas moi non plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde dans la salle de tout le monde dans la réunion, mais tout le monde. Bah, pourtant c'est bien réglé. Oh, je suis désolée, là, je sais pas comment résoudre ça. Peut-être qu'il y a un tableau blanc. Je vais prendre un tableau blanc. Attendez. Je vais partager l'écran et mettre un tableau blanc. Voilà, partager l'écran. Hop. Non, pas ça. C'est pas ça. Arrêtez de partager. Je veux l'écran. Donc, partager l'écran, tableau blanc. Partager. Voilà. Ah, bah c'est parfait. Je vais vous écrire tout ça. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Texte? Oui, sans doute. Alors, là, vous voyez, tout le monde voit du coup. Enkidu. Je vais me mettre, voilà, un peu Oui. de. Ah, bah voilà, c'est mieux comme ça. Ça va, on voit bien, c'est assez gros. Parce qu'on peut peut-être régler. Non, bon, on va pas. Voilà, bon, Enkidu. Alors, donc, je reprends. Hein, donc, du coup, Gilgamesh. Voilà. Gilgamesh, c'est l'épopée de Gilgamesh, ce texte très ancien, trouvé sur tablette, un des premiers c'est un des premiers textes de fiction trouvés au monde. Donc, l'homme féministe, l'écoféministe, l'homme proche des déesses et de la nature, c'est Enkidu, éliminé. Il meurt, il est tué, etc., au cours de l'histoire. Donc, Gilgamesh est le grand héros violeur, conquérant masculiniste qui développe, disons, l'idée patriarcale dans l'Antiquité. Le deuxième exemple que j'ai proposé étant celui de l'Iliade. L'Iliade, dans lequel vous avez Patrocle, l'équivalent d'Enkidu, qui se fait éliminer, et vous avez Achille, même chose, le héros au sens conquérant violeur, qui va triompher. Donc, on est dans ce pattern, dans ce paradigme, et c'est ça qui va, disons, déterminer la fiction patriarcale de l'Antiquité, notamment. Alors, je vous ai également parlé de Françoise Gange, un livre très intéressant sur les Gange. Alors, ça s'écrit comme ça. C'est bien que vous m'ayez dit, moi je croyais que ça marchait, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais on a des solutions. Françoise Gange, Les dieux menteurs, un texte qui date ça doit être 2002 à peu près. Il y a plusieurs éditions, donc je ne vous mets pas la date pour pas. Voilà. Dans Les dieux menteurs, elle montre comment on inversion fréquente du féminin au masculin pour désigner les monstres. C'est-à-dire le monstre Umbaba, désigné au masculin comme le dieu de la montagne, est en réalité une déesse. Et c'est pareil pour le serpent Python. Tout le monde connaît le serpent Python. C'est le truc de Delphes. Vous savez, il y a Apollon, là encore, un super dieu extraordinaire, super puissant, masculin en diable, etc., qui représente tout ce qui est positif, la beauté, la force, etc. Il écrase le serpent Python. Et ce python est représenté par une pythonisse. La pythonisse, vous la connaissez, c'est la fameuse pythonisse de l'Antiquité, la fille qui est dans sa grotte et qui délire et qui donne ainsi des oracles. Donc ça, c'est un truc qui revient tout le temps, l'oracle de Delphes, les oracles de Delphes, les gens dans tous les textes antiques, hein, que ce soit je sais pas moi, Oreste va voir la Pythonisse, va voir la Pythie, hein, comme on appelle la Pythie. Vous voyez, Pythie, il y a du Python dans Pythie, tout ça. Vous voyez, hein, Pythonisse, Pythie, Python, il y a quand même beaucoup d'éléments serpentesques. Et vous avez aussi, comment dire, bon, des tas de héros hein, dans l'Antiquité vont régulièrement voir la Pythie pour obtenir, pour connaître ces oracles. Hein. C'est quelque chose qui est très fréquent. Donc elle montre que tous ces personnages sont très souvent féminisés, masculinisés. En réalité, ça fait référence à des personnages masculins et féminins. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, mais vous avez compris. Hein. Alors, j'ajouterai à cela le fameux dieu Quetzalcoatl. Vous connaissez ce Quetzalcoatl? Alors, j'ai un peu de mal à l'écrire. Quetzal, surtout que c'est Coatl. C'est pas Alte, c'est Tle. Voilà. Quetzalcoatl. Ça vous dit quelque chose, Quetzalcoatl? C'est. Donc là, je cherche le chat. Du coup, je vois plus le chat.
Vous avez quelqu'un répondu sur le chat ou personne? Voyons, 8. Converser, ah bah oui, c'est là, voilà. Oui, voilà, oui, vaguement aztèque, c'est ça. Quetzalcoatl, c'est réputé être un dieu sud-américain qui serait sous la terre, un serpent oiseau des profondeurs de la terre, et c'est un dieu qui est qualifié de masculin parce que ses prêtres sont des prêtres masculins. Or, je me demande, après être allé faire un voyage il y a des années au Mexique, où j'ai vraiment pu voir de près cette civilisation, je me suis aperçu que Quetzalcoatl, le dieu souterrain, était toujours en parallèle avec un dieu situé dans les airs, enfin un dieu de la pluie, du vent, des nuages, disons un dieu de l'air, proposition un dieu de la terre. Et du coup, je me demande si Quetzalcoatl n'est pas plutôt une déesse qu'un dieu, pour diverses raisons. D'abord parce que Coatl, c'est souvent des déesses à la fin. Donc, dans la langue quechua de l'époque, il semblerait que cette terminaison se réfère au féminin. C'est une hypothèse, hein. Mais surtout parce qu'il y a une dimension chtonienne, terrestre, de profondeur souterraine, de cette espèce de serpent-oiseau. Et du coup, c'est pas parce que vous avez des prêtres masculins que vous n'êtes pas une déesse. Il y a des tas de déesses qui ont des prêtres masculins. C'est pas impossible. Les déesses n'ont pas forcément uniquement des prêtresses. Donc finalement, il me semble que toutes ces figures, souvent qualifiées de masculines, sont peut-être plus féminines, un peu comme les monstres des films américains dont on parlait au début. Ce sont des entités féminines cachées, inversées et diabolisées. Vous avez pu remarquer que l'oiseau serpent, c'est quelque chose qui va énormément jouer dans les dinosaures. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tant que ça les dinosaures, mais en gros, les deux éléments qui reviennent le plus quand on réfléchit au monde des dinosaures par rapport à leur origine, leur survie, etc., c'est justement l'oiseau et le dinosaure. L'oiseau et le serpent. C'est-à-dire qu'en gros, les dinosaures sont considérés pendant longtemps comme des reptiles, un mot qui ne veut rien dire parce qu'il emploie trop de catégories, mais bon, on va l'employer pour l'instant. Donc les reptiles, il y a une idée de serpent, de quelque chose de rampant, vous voyez, qui dans notre civilisation, disons, alors là, l'énorme civilisation chrétienne dont je parle, le serpent, vous savez, dans la Bible, est devenu absolument négatif. Alors je connais moins bien les autres religions, les autres livres de base, disons, des religions, mais je suis quand même assez frappé de voir que le serpent est considéré comme extrêmement négatif dans la Bible, et comme par hasard, les dinosaures sont qualifiés de serpents, de reptiles. Ça, c'est les dinosaures tels qu'on les connaissait jadis. Et puis, au fil des travaux, de recherche, des spécialistes des dinosaures, les paléontologues, on s'est rendu compte que l'animal associé aux dinosaures était très clairement l'oiseau. C'était des oiseaux. Et que finalement, de nombreux dinosaures euh, étaient des oiseaux. Et d'ailleurs, il existe encore des dinosaures vivants. Alors, on dit que les dinosaures ont disparu, hein. Vous avez entendu parler de ça, la disparition des dinosaures. On dit qu'ils ont été éliminés par la chute d'un astéroïde et également un volcanisme extrêmement important, tout ça ayant eu lieu il y a à peu près 66 millions. Ah merde, j'étais en train d'écrire sur le chat où on ne voit pas. Bon, zut, parce que j'ai plus de place, alors je vais effacer. Hein. J'efface mon tableau. Ça va, je peux l'effacer. Texte sectionné, hop, switch, voilà. Donc, alors, on va... Ah, texte, voilà, c'est bon. Donc, disparition des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Or, ça, alors là, on reverra ça, hein. En gros, ils ont disparu à cause d'un astéroïde qui est tombé sur le Mexique, et ils ont également disparu à cause de trappes, c'est-à-dire d'énormes volcans, de volcans qui ont duré des millénaires. Or, il existe actuellement une catégorie de dinosaures vivants. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si je vous demande, à votre avis, certains dinosaures ont-ils survécu et où sont-ils? Ça vous dit quelque chose? Non? Zut, j'ai perdu mon truc.
Excusez-moi, j'ai perdu mon tableau. En voulant chercher le chat, c'est pas grave. Je recommence. Oui, voilà, je voulais voir le chat. Non, pas les rhinocéros. Donc je voulais voir le chat en même temps, que le partage, donc on va se débrouiller. Partager l'écran, partager tableau blanc, partager, voilà. Voilà, là j'arrive à voir le chat et tout. Alors non, eh bien non, les dinosaures vivants, vous en avez, dans la cour, vous en avez, dans la rue, ce sont les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures. Ce sont les derniers dinosaures vivants. Bravo, bravo, Samia qui n'est pas Samia, qui est bravo la Samia, souterraine. La Samia en planque, la Samia en infiltration. Voilà, donc ce sont les oiseaux, effectivement. Alors, serpent et oiseau. Alors, le serpent, sa négativité est grande. L'oiseau, est-ce que vous avez l'idée, vous avez une référence d'oiseau inquiétant qui vous vient à l'esprit comme ça, d'un coup, les oiseaux, les oiseaux, ça vous dit quelque chose? Les oiseaux. Dans le désert, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi les oiseaux dans le désert? Je ne sais pas à quoi vous pensez. Un oiseau inquiétant qui est dans le désert. Je ne pensais pas à ça, je pensais au film Les oiseaux d'Hitchcock. Les oiseaux dans lequel vous avez une attaque d'humains. Les humains sont attaqués par des dinosaures. Ils sont attaqués par les oiseaux. Des oiseaux pas beaux dans le désert. Je ne sais pas. Mais disons que quand même, il y a un fantasme de l'oiseau inquiétant, peut-être développé, mais ce n'est pas un hasard si le film d'Hitchcock, le film hollywoodien d'Hitchcock, Les oiseaux, vous connaissez ce film ou pas? Pas du tout. C'est un film d'horreur dans lequel les oiseaux s'attaquent aux humains. Les dinosaures s'attaquent aux humains, en gros, et détruisent, donc c'est abominable, ils détruisent la civilisation humaine. La fin est extrêmement pessimiste. Enfin, c'est vraiment un film horrible, très, très angoissant à voir et qui s'intitule Les oiseaux. Vous pouvez regarder un peu ce que c'est si vous ne connaissez pas. C'est un grand classique, hein, du film hollywoodien et c'est quelque chose qui a eu, disons, une très grande influence parce que la peur des oiseaux est quelque part relativement ancrée. Alors donc, je vais enfin parler de Wells dans le quart d'heure qui reste. J'espère que j'aurai le temps de développer un peu, mais c'est au moins pour vous présenter le bouquin. Alors, ce bouquin, vous pouvez le récupérer, alors là, mais dans n'importe quelle bibliothèque municipale. C'est extrêmement courant, c'est vite lu, c'est intéressant à lire avec une perspective critique. Vous pouvez lire ça dans le métro, ou si vous ne prenez pas trop le métro, tant mieux, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on peut lire très facilement, très vite, et que vous trouvez, c'est pas du tout un truc difficile à trouver. Alors, d'où viennent tous ces films angoissants et horrifiques à partir du XXe siècle dans lesquels la confrontation humain-animal est une horreur? Eh bien, en fait, c'est Wells qui donne le coup d'envoi avec son histoire d'animal humain comme pure terreur et horreur. C'est-à-dire, Wells est cité à toute occasion dans le net, on verra ça dans des contextes où il s'agit toujours de séparer forcément le règne de l'humain et le règne de l'animal. Donc voilà l'enjeu, doit-on séparer le règne de l'humain et le règne de l'animal? La pensée courante, ce qu'on appelle la doxa, vous savez, l'idéologie spontanée qu'on voit défiler sur le net, etc., veut surtout pas qu'on mêle l'humain et l'animal. Et tout va dans ce sens. Donc Wells, c'est devenu véritablement un porte-drapeau, disons une sorte de leçon morale sur ce qui se passe d'horrible quand on a le malheur de mêler l'humain à l'animal. Donc c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, je crois. C'est vraiment un enjeu presque social, politique, écoféministe, etc. Le retour du rapport étroit entre humain et animal, la peur des pandémies liées à l'animal. Vous avez remarqué que toutes les pandémies, les dernières pandémies en date, il y a des chauves-souris, il y a des pangolins, il y a des tas d'insectes, il y a des choses terribles qui sont liées à l'animal. Rappelez-vous la grippe aviaire il y a quelques années, où c'était l'oiseau, justement, la terreur absolue. Donc, le rapport à l'animal aujourd'hui est extrêmement complexe, marqué à la fois par une sorte
nécessité de retrouver en soi l'animal, de se remêler, etc. La vache folle, oui, oui, très bon exemple. C'est-à-dire les animaux, les moustiques, le zeta, le truc, etc. Donc, il y a vraiment, comment dire, une sorte de peur de la c'est un nom, j'ai oublié le nom, peu importe. Bon, bref, oui, c'est pas la zoophobie, mais je pensais au fait que, oui, la zoophobie et la zoophilie, ça c'est clair, les deux, mais également les zoonoses, voilà. C'est ça que je cherchais, c'est-à-dire les zoonoses qui désignent les maladies où l'humain et l'animal se retrouvent mêlés. Donc, on est dans un contexte où aujourd'hui, il y a à la fois un mouvement vers le rapport humain-animal qu'on verra d'ailleurs à travers Donna Haraway. Alors Donna Haraway, c'est la philosophe que j'ai étudiée l'année dernière autour de la notion de cyborg. Et là, je vais laisser tomber complètement le côté cyborg parce qu'elle parle aussi, cette philosophe, toujours à peu près dans le même bouquin. Alors le bouquin, je l'ai là, je vais vous montrer ça 2 minutes. C'est un bouquin bleu très facile à trouver. Là-dedans, elle parle du rapport humain-animal. Alors, j'arrête de partager pour vous montrer à l'écran le livre. On n'y voit pas top bien. Donc, Donna Haraway, Manifeste Cyborg. Voilà, et autres essais. Donc là, il y a un titre, c'est traduit par diverses personnes. Là, vous avez un grand singe, voilà, j'ai la main dessus, et c'est aux éditions Exil. Voilà. Donc ça, ce livre-là, vous avez dedans non seulement le manifeste cyborg qu'on a pas mal étudié l'an dernier avec celle qui était là, mais vous avez aussi d'autres essais, notamment le patriarcat de Teddy-Bear. Teddy-Bear, c'est le nounours, c'est encore un animal. Vous avez des études sur la chasse. C'est pour ça qu'il y a ce singe au début qui figure au musée de New York, musée de sciences naturelles de New York, qui s'appelle. Donc, voilà, vous voyez. Donc, en gros, ce bouquin-là va me permettre, disons, de tirer quelques fils autour de ce complexe rapport humain-animal à partir duquel je voudrais, disons, construire un peu mon propos du jour. Alors, le point nodal. Maintenant, je vous parle un peu, je vous présente l'île du docteur Moreau. On reviendra peut-être plus dessus la prochaine fois. La terreur de l'hybridation est à la base du bouquin L'île du docteur Moreau. De quoi s'agit-il? C'est un impie abominable, le docteur Moreau lui-même. Il commet un péché, il se prend pour Dieu, et il finit tué par ces créatures dans un contexte de justice divine immanente. Donc, il y a une interdiction religieuse du mélange humain-animal. Alors là, vous voyez, ça c'est très christianisme par opposition à islam. L'islam est extrêmement pratique. Quand le prophète dit « mangez pas de porc », c'est parce qu'à l'époque, il y a une terrible épidémie de ténia. Donc, disons, il fait passer dans son livre quelque chose d'infiniment pratique. C'est-à-dire, c'est pas du tout une haine a priori de l'animal. C'est au contraire, c'est prophylactique, quoi. C'est comme lavez-vous les mains au gel, hein, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et peu à peu, ça va devenir une haine. Certains animaux vont devenir des animaux impurs, etc. Mais au départ, c'est parce qu'ils sont susceptibles de porter des tas de maladies. Donc, il y a un côté beaucoup plus pratique. Alors que chez les chrétiens, et j'en reviens à cette terreur, la terreur de l'hybridation est extrêmement forte et elle est associée au péché chrétien, et ça, c'est constant dans le roman de Wells, le truc comme ça. Alors, le roman de Wells a ceci de marrant aussi, qui présente la souffrance des animaux humanisés par des greffes. Ils sont greffés à vif, ils subissent des opérations abominables, ils poussent des cris affreux et ils deviennent des monstres mi-humains, mi-animaux qui suscitent l'horreur absolue. Donc là, vraiment, vous êtes en plein dans le contexte de ce bouquin. Or, il faut voir que là aussi, une idéologie très forte se mêle. Il faut bien se rappeler qu'une greffe, c'est quelque chose qui sauve des vies. C'est une technique de soins qui sauve la vie des gens. Ce n'est pas du tout une horreur, la greffe. Or, la façon, vous voyez, ce que je veux dire par sens critique, la façon dont Wells présente la greffe comme une abomination est en soi quelque chose qui ne va pas. C'est en soi
une violence idéologique, c'est en soi quelque chose dont vous devez avoir l'esprit en alerte dès qu'il y a des choses comme ça. Vous devez vous poser la question toujours du contexte, comment ça a été écrit, dans quelle perspective, etc. Et il y a une volonté de colorer de façon abominable de la part de l'auteur le processus d'humanisation des animaux et il introduit en quelque sorte cette charge volontairement dans un but idéologique. Alors, Moreau devient donc maître et Dieu. Il impose sa loi et sa loi, c'est des tables de la loi. Par exemple, ne pas marcher à quatre pattes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Je prends un ton gravissime pour vous impressionner. Le régime donc imposé aux animaux humains est en somme celui du patriarcat. Nous sommes des hommes et nous devons marcher sur nos deux pattes. Mais c'est un patriarcat inquiet de voir la nouvelle hybridation. Ses prérogatives risquent d'être affaiblies par cette hybridation. C'est-à-dire, c'est étrange, il y a à la fois une peur, et là on revient à la base que je vous disais, ce qu'on disait sur... non, non, pas du tout, oui, oui, entre-temps, Myriam a écrit, peut-on le percevoir comme une critique de la maltraitance animale? Pas du tout, on n'est pas du tout dans ce contexte. Alors là, pas du tout, on est au contraire dans l'idée que c'est mon rôle abominable qui crée des créatures immondes, horribles, impossibles, qui sont des humains animaux, et que ça, c'est très très mal. C'est un péché mortel. Vous voyez, on est dans un contexte, j'allais dire, très très lourdingue de ce point de vue-là. Le patriarcat, c'est l'homme qui est un homme et qui reste un homme. Et les femmes, on s'en fout, les enfants, on s'en fout, les vieillards, etc. Non, non, on s'en fout. L'homme est l'homme. Il ne s'agit pas de commencer à hybrider. Il ne s'agit pas de commencer à admettre les minorisés. Il s'agit de l'animal, il se tient là où il est, c'est mon frère inférieur, moi je suis l'homme supérieur. Vous voyez, c'est ça l'idéologie du truc. Et il n'y a aucune critique de la maltraitance. Au contraire, l'animal souffrant n'est là que pour montrer la méchanceté et le péché abominable de l'horrifique docteur Moreau. Je sais pas, voilà. Alors, ici, c'est le savant fou. Hein, vous voyez, Moreau, c'est le savant fou. Et quel est le risque finalement? Et je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Le risque, c'est de voir cette civilisation patriarcale vaciller. C'est-à-dire, si on introduit l'animal dans la lignée humaine de la grande création, là j'ai envie de mettre un C majuscule, hein, la création, on ne respecte plus rien. Et la valorisation de l'homme, réputé être en haut de la pyramide de cette civilisation, bon ben, ça risque de vaciller. Et finalement, il est inquiet. Il a raison d'être inquiet d'ailleurs, Moreau, parce qu'il va se faire dégommer à la fin par ces créatures redevenues animaux plus ou moins monstrueux, monstrueusement humanisés, etc. Ah oui, alors là, oui, avait-il une croyance religieuse, Wells, et comment? C'est-à-dire que là, vraiment, il veut foudroyer, disons, il y a deux trucs dans ce roman. Il veut foudroyer le fameux Moreau, parce que Moreau se prend pour Dieu et ne l'est pas. Donc, c'est ça le truc gravissime. Mais ce qui est étonnant quand même, et c'est ça qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est ce refus de l'hybridation animale correspond à la défense de la structure patriarcale sous-jacente. C'est-à-dire, l'animal menace. Alors là, je ne sais pas, s'il est protestant ou catholique, ça, je ne sais pas, il est américain. Donc, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, vous verrez, en lisant le bouquin, vous allez être frappé par le contexte du péché, de la transgression majeure, de l'humain, ou l'homme plutôt, qui se prend pour Dieu. Oui, l'un ou l'autre. Là, oui, oui, c'est ça. Son type religieux, c'est le catholicisme ou le protestantisme, c'est ça, hein, c'est un chrétien de base, mais surtout le refus, c'est ça, j'insiste là-dessus, le refus de l'hybridation. Si on commence à hybrider, l'idée c'est ça, mais si on commence comme ça, où est-ce que ça va finir? Si on commence à hybrider des humains et des animaux, mais c'est pas vrai, les femmes vont revenir, les enfants, les autres gens, ils vont exister, mais on peut pas tolérer ça. Et ça m'intéresse que c'est une peur contemporaine. Vous voyez, les hommes mâles blancs actuels, de type ayant du pouvoir, sont complètement affolés par la montée du pouvoir, refus du métissage, refus de tout ce qui peut altérer la pureté de l'homme blanc de pouvoir. Et c'est ça qui est étonnant quand même. Parce que là, vraiment, Wells, il défend, c'est pour ça que c'est tellement amusant à lire, défendre le patriarcat, etc. Et vous voyez actuellement les réactions, je vais conclure là-dessus, politiquement.
Il y a des mouvements énormes, des lames de fond, des porte-paroles de toutes sortes, mettons pour la cause des femmes actuellement. C'est-à-dire vraiment la question du viol domestique, la question des femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, etc. Cette thématique, elle est dans toutes les bouches. Résultat, que fait un président de la République? Il colle un ministre accusé de viol dans son gouvernement. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a peur, tout simplement. Parce qu'il y a un pouvoir qui monte, qui menace sa blanchitude mâle, machin, politique, puissante, gna gna gna, et il y voit une menace. C'est-à-dire que tout mouvement où les femmes, les animaux, les minorisés, les personnes racisées commencent à parler, à ouvrir leur gueule et à avoir sur des écrans des têtes, des bustes parlants, et non pas seulement des corps, des allusions. Vous voyez, pour conclure vraiment, on est sorti de la femme chez Balzac. Avant, vous vous rappelez, on faisait des mémoires, la femme chez Balzac. Ça veut dire l'homme, Balzac a écrit une femme, il faut voir comment il la représente. La femme n'était qu'un objet représenté. Mais à partir du moment où, grâce aux médias nouveaux, à tous les machins de Twitter, trucs et machins, oui, c'est de la provocation, bien sûr, mais c'est de la peur. Il y a de la, bien sûr, c'est de la provocation et du mépris. Il y a un mépris effarant. Moi, je vois dans ma position de prof avec mes copains qui sont profs de collège, etc., c'est scandaleux, quoi. Oui, c'est vraiment. Normalement, moi, j'ai un casier judiciaire vierge. Je ne pourrais pas être prof si je n'avais pas un casier judiciaire vierge. Si j'avais tué, volé, je ne serais pas devant vous. Vous voyez, c'est interdit. Normalement, un fonctionnaire, un ou une doit être ne doit pas être, c'est pas normal, hein. Donc il y a ça, mais moi j'y vois aussi une peur, c'est-à-dire il y a vraiment un mouvement de fond qui commence à bouger, et donc il y a une espèce de résistance, de réaction dont il me semble que cette provocation est un exemple typique de peur typiquement masculiniste. Donc amusez-vous cette semaine à lire ce truc, c'est vite lu et c'est amusant, et je pense que tout ça prendra un peu de sens par rapport à ce refus, justement. Ayez en tête tout ça, refus du métissage, refus du mélange, refus de la fusion humain-animal, tous ces trucs-là, quoi. Le refus d'un monde mêlé par opposition à un monde qui soit la malitude pure et sans tache de l'homme puissant qui se croit le roi du monde, hein. C'est, disons, ça un peu dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais arrêter la vidéo, je vais éteindre tout. Je vais vous laisser aller votre chemin de la semaine, et vous me dites quand on fait court la semaine prochaine. À défaut, je ferai ça mercredi prochain, si ça convient à toutes, si ça convient au maximum. Mais je vais vérifier que vous avez bien les mails des unes et des autres. Envoyez-moi des mails, enfin on va mettre ça au clair là si vous voulez bien maintenant. Et puis voilà. Et j'arrête l'enregistrement. Et je vous dis à bientôt et bon appétit.